Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laure Panissi, je suis interne en médecine générale à Montpellier. Donc un grand merci à toute l'équipe du congrès. C'est un honneur pour moi d'être là et de vous présenter donc, le travail de ma thèse portant sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez l'enfant. Notre regard s'est porté sur l'état des lieux des médecins généralistes sur ce sujet. Donc je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt. Donc pour introduire ce travail, intéressons-nous aux raisons qui nous ont conduits à proposer cette thèse. Donc de quoi parle-t-on et pourquoi s'y intéresser? Tout d'abord, le syndrome, donc le SAOS chez l'enfant, c'est un trouble respiratoire caractérisé par une obstruction des voies aériennes supérieures. Elle peut être partielle, hypopnée ou totale apnée. Et ça perturbe la ventilation dans le sommeil. C'est une pathologie qui est fréquente. En effet, on sait que le raisonnement en médecine générale est basé sur l'incidence et la prévalence des maladies dans la démarche des soins primaires. Et on voit bien que la pathologie donc, du SAOS chez l'enfant a une prévalence de 1 à 5% dans la population pédiatrique. Ensuite, il y a la place centrale de la clinique. Le médecin généraliste peut vraiment s'appuyer sur la valeur prédictive de l'interrogatoire et de l'examen physique. Et enfin, c'est une pathologie qui a des complications, et non des moindres, à la fois cardiovasculaires, car l'asphyxie provoquée liée aux apnées répétées durant le sommeil vont entraîner une activation du système sympathique et donc une hypertension artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque. Et surtout, pour l'enfant, des complications neurocomportementales sont des enfants qui vont avoir du mal à se concentrer, des troubles de l'attention en classe, qui vont pouvoir se retrouver en échec scolaire, qui vont être étiquetés hyperactifs. Ce sont des enfants tout simplement qui ne dorment pas et donc qui ont une mauvaise qualité du sommeil. Enfin, métaboliques, ce sont des enfants qui vont avoir un hypercatabolisme dans le sommeil et donc qui vont casser leur courbe de croissance staturale. Donc de par ces 3 points, que ce soit une pathologie qui soit fréquente dans la population pédiatrique, qui ait une place centrale de la clinique, donc qui soit vraiment accessible au dépistage pour le médecin généraliste, et des complications, elle a toute sa place en soins primaires et il faut le dépister. Donc l'étude que j'ai réalisée, c'est une étude descriptive par envoi d'un questionnaire aux médecins généralistes exerçant dans le Languedoc-Roussillon. C'était des médecins généralistes MSU. L'envoi était anonyme. Et donc j'avais 2 objectifs. Le principal, c'était donc de recueillir l'audit des connaissances des médecins généralistes. Et la secondaire, c'était de proposer un arbre décisionnel, donc devant un ronflement chez l'enfant. Donc l'analyse des statistiques, donc on a fait des calculs de fréquence pour chacune des modalités des variables qualitatives et on était en collaboration avec le service d'informatique médicale du CHU de Montpellier. Ça s'est fait par le logiciel SAS Institute. Donc au niveau des résultats, nous avions contacté donc 350 médecins, 150 réponses, soit un taux de participation de 42,8%. Dans les principaux, donc je vous ai mis les principaux résultats, c'est que la notion de ronflement et de SAOS chez l'enfant n'était pas associée pour 65% des omnipraticiens. De même, 112 médecins, donc 75%, déclaraient n'avoir jamais été sensibilisés de leur vie au SAOS chez l'enfant, versus 25%. Et ça, c'était la dernière question du questionnaire, qui était en fait une auto-évaluation de leur connaissance vis-à-vis de ce sujet, et on voit bien que 41% déclarent n'avoir eu aucune information, insuffisamment pour 51%, et seulement finalement 8% de ces médecins généralistes déclarent être satisfaits. Dans la discussion concernant la validité interne, donc il y a eu un bon taux de participation, ce qui montre à la fois que c'est un sujet qui a intéressé les médecins généralistes. Dans les biais, donc il y a un biais de sélection. En effet, le questionnaire n'a été envoyé et passé par le DMG, il n'a été envoyé qu'aux 350 MSU, versus les 2918 praticiens exerçant dans le Languedoc-Roussillon. Donc nous étions passés par le DMG et j'ai souhaité contacter donc l'URPS du Languedoc-Roussillon afin d'élargir le questionnaire, l'envoi du questionnaire à tous les médecins généralistes. Cependant, pour des questions logistiques et pour des questions surtout de fusion des 2 régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, c'était pas possible de le réaliser dans nos délais. Concernant la validité externe, donc c'est une première étude qui est réalisée à notre connaissance. Il n'y a pas d'autres études portant sur le SAOS chez l'enfant en médecine générale.
En conclusion, donc c'est un sujet qui est connu et identifié chez l'adulte. C'est vrai, on identifie bien les signes cliniques, l'examen complémentaire, le traitement. Néanmoins, chez l'enfant, je vais vous en parler, c'est tout à fait différent et il est quand même bien méconnu et donc sous-diagnostiqué en médecine générale. Donc, quelles sont les perspectives pour l'avenir? Eh bien, elles sont multiples. Déjà, il serait intéressant de renforcer l'enseignement des pathologies de sommeil en général, en médecine générale, et dans le cursus de l'externat, puisqu'on voit bien que le SAOS chez l'enfant, c'est à la croisée des sphères de la médecine générale, de la pédiatrie, de l'ORL et de l'orthodontie. Donc c'est vraiment un intérêt de renforcer dès l'externat les connaissances et de les consolider avec une intégration donc dans un thème de développement professionnel continu. Et enfin, on sait bien qu'en cabinet, c'est important de développer des outils cliniques. Donc moi, je vous propose cet arbre diagnostique décisionnel devant un ronflement chez l'enfant, que j'ai réalisé donc, en collaboration avec le docteur Vernière, qui était mon directeur de thèse, donc qui est un médecin généraliste à Perpignan, et avec le professeur Mondin, qui est le chef de service de l'ORL à Montpellier. Donc si on zoome sur la première partie, devant un ronflement chez l'enfant, globalement, il faut éliminer une pathologie infectieuse ORL aiguë, d'accord, pour pouvoir permettre d'avoir une consultation spécifique. On sait bien que le temps, c'est un rapport compliqué en médecine générale, on court toujours un petit peu après. Néanmoins, pour l'enfant, il faudrait quand même dédier ce temps-là pour permettre de dépister des anomalies et notamment un SAOS. Donc c'est très important de rechercher des critères en faveur d'un obstacle des voies aériennes supérieures. À l'interrogatoire, qu'est-ce qui va être intéressant de rechercher? Ce sont des enfants qui ont un sommeil très agité, de par des micro-réveils. Ces enfants, on peut décrire des parents qui entendent leur enfant qui tape dans les murs, carrément. C'est vraiment un sommeil très agité, des sueurs, l'apnée. Néanmoins, des parents qui ne vont pas vous rapporter de l'apnée chez l'enfant ne veut pas dire qu'il n'en fait pas, tout simplement parce que l'apnée survient dans la phase paradoxale du sommeil, donc la phase de sommeil profond, et qu'il est très difficile de l'objectiver. On peut demander aux parents éventuellement de filmer l'enfant. L'énurésie. Pourquoi l'énurésie? Tout simplement parce que l'enfant va avoir un sommeil fragmenté, va faire des micro-réveils. Et donc, dans le pic de prévalence du SAOS chez l'enfant, c'est entre 8 et 11 ans. Et donc, on va bien voir que, alors que tout allait bien, qu'il était continent, il va provoquer à nouveau de l'énurésie. Donc ça, c'est un des signes qui peut être assez piégeur, puisqu'on ne va pas penser qu'il peut y avoir une pathologie de sommeil, on va penser à une pathologie neurologique, psychologique, voilà, on les connaît. Mais le SAOS chez l'enfant, c'est intéressant de faire le lien avec. Et enfin, comme je vous ai dit, ce sont des enfants, vous allez bien voir en salle de consultation, ils n'arrivent pas à tenir sur la chaise, ils sont cernés, ils respirent par la bouche. On sent vraiment qu'il y a un obstacle et ils ont un trouble de comportement avec beaucoup de problèmes d'attention, de concentration. C'est des enfants qui peuvent véritablement se retrouver en échec scolaire. Une irritabilité au réveil. Aussi, c'est un signe qui peut être présent. Maintenant, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de signe pathognomonique. Donc c'est vraiment en fonction d'un faisceau d'arguments à la fois au niveau de l'interrogatoire et de l'examen physique qu'on va pouvoir suspecter un SAOS chez l'enfant. À la différence de l'adulte, on voit bien qu'il y a des signes qui sont beaucoup moins présents, les signes diurnes. On ne voit pas une somnolence diurne. Il n'y a que 10 à 12% des enfants qui en font. Donc c'est vraiment différent de la pathologie de chez l'adulte. Et enfin, l'examen physique, donc ça va être très important de reprendre la courbe staturo-pondérale, notamment sur le plan statural, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir une cassure de cette courbe, et pondérale, puisque l'obésité est à la fois un facteur de risque de SAOS, comme chez l'adulte, mais aussi tout simplement une complication du SAOS. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, on peut décrire 3 types de SAOS. Le type 1, c'est l'enfant qui ne va pas être obèse, qui va avoir une hypertrophie des amygdales. Et donc, comme je vous l'expliquais, vous allez voir, il respire beaucoup par la bouche, il dort avec la bouche ouverte et il a un palais ogival. D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment des arguments qui peuvent nous faire suspecter un SAOS. Néanmoins, une hypertrophie des amygdales, on peut le voir donc avec la baisse langue, mais le fait qu'il n'y ait pas d'hypertrophie n'élimine pas le diagnostic, puisque l'obstacle peut être plus bas au niveau du larynx, et aussi ça méconnaît, en fait, l'examen à la baisse langue méconnaît des amygdales qui seraient piriformes. Le type 2, donc c'est le patient qui va être, donc l'enfant qui va être obèse, et donc là ça rejoint plus le profil de l'adulte.
Et le type 3, ce sont des malformations donc crânio-faciales des voies aériennes supérieures et des malformations neuromusculaires. Ça se voit surtout chez les patients, donc chez les enfants qui ont un syndrome de Down ou les syndromes de Pierre-Robin. Donc ça, c'est un petit peu plus spécifique. Et c'est des enfants qui vont avoir un problème de tonus musculaire et qui vont entraîner donc des apnées du sommeil. Donc une fois qu'on a la suspicion sur l'examen clinique pur, oui, eh bien on va pouvoir orienter vers un spécialiste d'organes, qui peut être à la fois un ORL, à la fois un pédiatre, qui va décider ou non de la réalisation d'une polysomnographie. Pourquoi décision oui ou non? Tout simplement parce que chez l'adulte, c'est vraiment le diagnostic qui est posé par la polysomnographie. Chez l'enfant, c'est bien plus compliqué, puisque déjà, ils ont mis beaucoup de temps à se mettre d'accord sur les critères d'hypopnée et d'apnée. Et maintenant que c'est un peu plus validé, tout simplement, l'examen, ça a un coût et ça a une accessibilité qui est très compliquée. Ça doit être réalisé par une équipe spécialisée en pédiatrie, spécialisée dans les troubles du sommeil, surtout pour le SAOS, et qu'en pratique, cet examen, c'est difficile de l'avoir quand on est, par exemple, comme moi, à Perpignan, où voilà, ça se fait à Montpellier, ça se fait dans les CHU, et donc c'est assez compliqué, assez difficile. Donc finalement, c'est l'ORL ou le spécialiste d'organes pour lequel vous allez l'adresser, qui va décider oui ou non de l'indication de la polysomnographie. Sachant que l'HAS a fait des recommandations sur la polysomnographie et que si l'enfant ne présente pas de facteur de risque, c'est pas recommandé devant le traitement donc, qui est une chirurgicale, qui est une adéno-amygdalectomie, ce n'est pas recommandé de faire systématiquement une polysomnographie. Et par ailleurs, il y a des développements d'autres techniques, donc la polygraphie aussi respiratoire, qui n'est pas encore validée, mais pour lequel ça ne serait tardé dans les prochaines années. Et donc tout ça nous amène au traitement. Donc le traitement, ça va être choisi en fonction donc, du terrain et des facteurs de risque de complications. Donc le traitement en première intention, c'est un traitement chirurgical, tout simplement pour faire de la place dans les voies aériennes supérieures. Donc c'est l'adéno-amygdalectomie. Et en deuxième intention, c'est donc les CPP, donc les contrôles de pression positive, qui vont permettre de faire ça. Mais pour des raisons d'observance, chez un enfant, c'est très difficile à mettre en place, beaucoup plus que chez l'adulte. Si nous n'avons pas d'argument en faveur d'une suspicion dans SAOS, eh bien en médecine générale, on a cet avantage de pouvoir proposer une réévaluation et une surveillance clinique. Et si jamais ça persiste, eh bien on pourra demander un avis, ou bien si jamais ça s'aggrave, on pourra l'orienter. Un mot sur l'amygdalectomie, donc primum non nocere. En effet, avant, dans les années 70-80, on réalisait une amygdalectomie à pratiquement tous les enfants. Et puis on est revenu dans cette pratique, puisque tout simplement, il y avait des risques donc, hémorragiques et des risques liés aux troubles respiratoires, et il y avait une mortalité qui n'était pas négligeable. Donc on est revenu dans ces pratiques et l'HAS a bien statué qu'il y a deux recommandations, c'est les angines à répétition et le SAOS chez l'enfant. Donc ça paraît vraiment une indication qui est justifiée et raisonnée. De plus, il y a l'évolution des techniques. En effet, maintenant, les ORL peuvent faire des amygdalectomies partielles par micro-débrideur. Et donc c'est un risque hémorragique qui est très faible et un risque de mortalité qui est pratiquement nul. Et donc il y a tout à fait un suivi suite à ce traitement chirurgical, un suivi en médecine générale, pour suspecter une récidive si jamais l'amygdalectomie était partielle, et puis pour surveiller les complications. Voilà, donc merci pour votre attention. J'ai juste trois diapos, parce que j'ai un petit peu plus de temps. Alors, dans les annexes, voilà, là, je vous ai mis un petit peu, donc ça, c'est une traduction d'un article que j'ai fait, paru en 2013. Donc, on voit bien que tout ce qui va être obstructif pour la voie aérienne supérieure, donc il y a l'obésité, bien sûr l'infiltrate graisseux au niveau du cou, donc ça va diminuer et ça va altérer la perméabilité des voies aériennes supérieures. Les facteurs anatomiques, donc crânio-facial, donc c'est là où on va retrouver les rétrognathies. Donc c'est pareil, il y a beaucoup de thèses finalement. La majorité des thèses sur le SAOS chez l'enfant sont réalisées par les orthodontistes, puisqu'ils ont vraiment toute la morphologie et toute l'anatomie, ils voient ça au quotidien. Et donc on voit qu'il y a aussi l'ethnie et l'hypertrophie amygdalienne. Et dans le cas de majoration donc, du collapsus des voies aériennes supérieures, c'est dû au fait, donc c'est plutôt les profils neurologiques, comme je vous ai expliqué, la trisomie 21 ou le syndrome de Pierre-Robin, où il y a vraiment ce collapsus qui se réalise lors du sommeil et donc qui provoque, tout ça provoque donc une hypoxémie, une hypercapnie, une fragmentation du réveil. Et ça, c'est juste un enregistrement que j'ai été voir donc, au CHU de Montpellier avec le docteur Jean K, donc, qui est pneumopédiatre. Et vous voyez, alors je ne sais pas si j'ai de flèches, voilà, donc on voit que le sommeil, donc en haut, c'est des capteurs pour le côté encéphalogramme.
Il y a un EMG-M, c'est l'EMG du menton, en fait, c'est un capteur pour voir si l'enfant se réveille, donc on voit que c'est complètement plat jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Pression nasale, donc c'est le flux nasal, et on voit bien que c'est varié par la respiration. Et puis il y a là où il y a la partie rouge, il y a une obstruction, donc il n'y a plus de flux qui rentre. C'est supérieur donc c'est 8 secondes, donc ça rentre dans les critères. Et on voit que les mouvements thoraciques et abdominaux continuent, sont diminués certes, mais continuent, à la différence d'une apnée centrale où là ce serait complètement plat. Et on voit qu'il y a une désaturation, la SpO2 à la fin, on voit qu'à terme ça entraîne une désaturation. Voilà, cette fois-ci j'ai vraiment terminé. Merci de votre attention.